Alors, on le sait ou on ne le sait pas, Clermont-Ferrand a été au XIXe siècle un foyer extrêmement actif pour la création de vitraux. Un petit peu pour la restauration également. Et ce foyer est resté actif et dynamique de 1835 environ jusqu'à 1940. Donc, repartons du début de l'histoire. 1835, la cathédrale de Clermont, là, vous la voyez, c'est une gravure du XVIIe et qui a été rééditée en 1820 sur le bréviaire de 1820. Et vous la voyez sans les flèches ajoutées par Viollet-le-Duc à la fin du siècle. Et donc, ce 28 juillet 1835, un terrible orage de grêle s'abat sur la ville de Clermont. La Tirtaine déborde, il y a 11 morts, comme c'est pas un petit orage, hein. On appellerait ça aujourd'hui un épisode Cévenol. Et pendant plusieurs longues minutes, des grêlons, gros comme le poing, s'abattent sur la ville de Clermont. Et en même temps, il y a une baisse de température qui est telle que les grêlons ne fondent pas, ce qui permet à certains observateurs de prendre le temps de les dessiner. Et ça fait partie des premières grandes observations météorologiques sur les grêlons. Ça fait encore autorité jusqu'à la fin du XIXe siècle. La gravure est publiée à plusieurs reprises. Et donc, au lendemain de cette tempête, eh bien, il y a plusieurs vitraux de la cathédrale du côté nord qui sont fortement abîmés. Alors, dans les verrières hautes, il y en a 2 qui sont complètement détruits. Il y en a 3 autres qui méritent restauration. Et dans les verrières basses, il y a 2 chapelles qui ont besoin de restauration. Mais à l'époque, il n'y a pas d'atelier de restauration de vitraux. Et il y a 2 individus clermontois, plus ou moins oisifs, qui écrivent au préfet en disant, écoutez, nous on veut bien essayer de les restaurer. Alors vous imaginez la réaction du préfet, 2 érudits, plein de bonne volonté, mais qui n'ont jamais rien prouvé en vitrail. Personne n'avait rien prouvé en vitrail à l'époque. Alors, après réflexion, le préfet décide de leur confier le vitrail d'une chapelle à restaurer. Et donc ces 2 personnages, dont on va reparler longuement, Étienne Hormidas Thévenot et Émile Thibault, vont restaurer ensemble le vitrail de la chapelle Saint-Georges. Et rapidement, ces 2 personnages, dont on va détailler un peu la carrière, ne vont pas s'entendre. Ou disons qu'entre eux va régner une sorte de mésentente cordiale, et ils vont se séparer, et ils vont partager les lots de restauration et de recréation à la cathédrale. Donc voici ici les vitraux du haut cœur de la cathédrale. Donc celui de l'axe est resté en place, mais tous ceux de gauche ont été abîmés. Et sur ceux de gauche, eh bien, voici ici un Saint-Barthélemy à gauche qui a été refait par Thibault en 1936, et Saint Thémonius, un ancien évêque de Clermont, qui a été refait par Thévenot en 1838. Donc, dès la fin de la restauration de cette première chapelle, ils séparent chacun leurs officines et leurs ateliers. Et donc, ces 2 personnages sont à l'origine de 2 ateliers très importants. On va suivre leur carrière, donc celle d'Étienne Thévenot, de son successeur, Antoine Champ-Robert. Ensuite, on envisagera la carrière d'Émile Thibault et de ses 3 successeurs, Charles Desgranges, Félix Godin, Adrien Barat. Et ensuite, eh bien, on essaiera de montrer ce qu'ont pu être les ateliers de leurs épigones, parce que tous les autres ateliers créés à Clermont au XIXe siècle procèdent de ces 2 premiers ateliers. Alors commençons par celui de Thévenot. Étienne Thévenot est né en 1797 et vous voyez, j'ai essayé de matérialiser sur ce schéma que je vais remontrer à plusieurs reprises au cours de l'exposé la durée donc de ses ateliers. Et son atelier va durer à peu près jusqu'en 1908 avec Antoine Champ-Robert. Vous voyez que celui d'Émile Thibault aura une plus grande longévité puisqu'il dépasse même le 19e siècle, hein, c'est lui qui dure jusqu'en 1940. Voilà. Donc, venons-en à Thévenot, né en 1797 à Montferrand. Montferrand, c'est un quartier de Clermont. Et Clermont, c'est une ville à 2 têtes, hein, Clermont d'un côté, Montferrand de l'autre, qui ont été réunis par décret
au XVIIe siècle. Mais ce qui fait que longtemps, il y a eu deux villes avec un grand vide au milieu. Et Thévenot est vraiment un Montferrandais, et il est d'ailleurs apparenté à l'architecte Ricard de Montferrand, qui est un architecte qui a été très actif au début du XIXe siècle en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et donc, après une jeunesse où il apprend entre autres le dessin, il rentre dans l'armée et il arrive dans la garde rapprochée de Charles X, les chefs d'escadron, donc l'équivalent de capitaine, dans la garde personnelle de Charles X. Alors c'est un personnage qui, jusqu'en 1830, est un militaire, il ne fait pas beaucoup parler de lui, sauf qu'il dessine souvent et que le roi l'autorise même à dessiner dans ses domaines privés. Voilà. Et puis arrive la révolution de 1830 et Thévenot accompagne Charles X sur le chemin de l'exil jusqu'à Cherbourg et ensuite il brise son sabre et il rentre en Auvergne. Comme il a du bien, il va vivre de ses rentes. Et quand il se lance dans la restauration du vitrail, il va procéder en érudit, il va commencer par étudier et on lui doit plusieurs textes importants, donc le fameux plan de restauration donc des vitraux de Clermont, et également un essai historique sur le vitrail, publié en 1837, d'abord dans les annales scientifiques et repris en tiré à part. Alors c'est un texte qui est encore très important, parce qu'il essaye, comme tout le monde, on essaye de relier l'art du vitrail à l'art aux croisades, et en pensant que finalement les croisades ont peut-être apporté un ferment pour la création vitraillère. Et en tout cas, c'est un des premiers à parler des vitraux arabes, et il a vu, grâce à un dessinateur auvergnat, Prosper Maria, qui est rentré d'Égypte en 1833, il a vu des dessins, des vitraux des mosquées du Caire. Et il en parle, et c'est quelque chose d'assez original et précoce. Alors, il va donc restaurer Clermont, enfin une partie des vitraux de Clermont. Il va restaurer aussi d'autres vitraux, à l'église de Mozart par exemple, puis à Bourges, puis à la cathédrale de Bayeux. Surtout, la restauration qui est sans doute la mieux connue, c'est celle de la Sainte-Chapelle de Riom, dont vous voyez ici quelques vitraux. Donc. On lui doit également des projets de restauration pour les cathédrales de Tours, pour Chartres, pour la Sainte-Chapelle de Paris, où il a participé au concours en 1847. Alors, les restaurations c'est une chose, mais la création également, et on a retrouvé ou repéré ses œuvres dans 26 départements français, ce qui est quand même important pour l'époque. Et parmi, je vous montre encore un carton de restauration, parce que Thévenot était un homme qui prêchait pour la fabrication de cartons, l'élaboration de relevés avant restauration pour bien noter tout ce qu'il y avait à remplacer et tout ce qu'il devait faire, mettre des plombs de casse, etc., etc. Et donc une partie de ces cartons sont conservés pour Riom et pour Bourges également. Alors, parmi ces créations, je vais vous en montrer quelques-unes. Un des grands chantiers, ça a été Saint-Germain-l'Auxerrois en 1839, dont on voit ici de Verrières. Il a travaillé également à Paris, à l'église Sainte-Clotilde. Alors on trouve également des vitraux de lui à Valence, à Montbrison, à Clermont évidemment. Je vais vous montrer quelques œuvres clermontoises, puisque Thévenot habitait à côté de l'église Notre-Dame-du-Port. Le mur de son jardin était mitoyen avec la cour de Notre-Dame-du-Port, et il était en plus membre de la fabrique de Notre-Dame-du-Port. Donc il a offert certains vitraux, la fabrique lui en a acheté d'autres, et parmi ces vitraux, le premier posé en 1837, je crois, c'est le vitrail d'axe du chœur de Notre-Dame-du-Port, enfin du déambulatoire, un arbre de GC, pour lequel il s'est inspiré évidemment d'arbres de GC célèbres comme ceux de Saint-Denis ou de Chartres. Et c'est un vitrail qui n'avait pas déplu à Prosper Mérimée, qui en parle dans son récit de son voyage en Auvergne, publié en 1838, je crois. Alors, à Notre-Dame-du-Port, donc, il donne ce premier vitrail, mais il équipe aussi tout
tout le déambulatoire et les chapelles rayonnantes. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, ces vitraux historiés, dont certains évidemment prennent comme modèle des vitraux de la cathédrale de Bourges. Voilà, je vous montre ici quelques-uns de ces, et la source de Bourges pour certains de ces médaillons. Donc il s'inspire, pour la préparation de son essai publié en 1837, il a fait un grand voyage entre Paris et Clermont en s'arrêtant partout où il pouvait voir des vitraux, donc Riom, Moulins, Bourges, etc. Et bon, il en a profité pour dessiner énormément et il va évidemment s'inspirer de tous ses dessins pour ses créations. Alors voilà ici à droite un des vitraux de Bourges et à gauche, vous voyez, une des verrières de Notre-Dame-du-Port où la structure, la forme des médaillons est reprise. Alors il n'y a pas qu'à forme des médaillons, il y a aussi pas mal de détails dans ces médaillons. Voilà ici, pardon. Voilà, la source, c'est encore Bourges. Voilà, donc Notre-Dame-du-Port, c'est vraiment une église très inspirée par la cathédrale de Bourges. Alors on pourrait se dire, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir parce que c'est pas la même période. Enfin, Notre-Dame-du-Port, c'est une église romane, autour de 150. Bourges, c'est beaucoup plus tardif. Alors, il faut relire évidemment l'essai de 1837 parce qu'en fait, la manière dont on structure aujourd'hui l'histoire du Moyen-Âge, on a un roman, un gothique, il ne la connaissait pas. La romance, une invention qui arrive vers 1820. En 1825, Victor Hugo connaît déjà le terme d'un roman, mais Thévenot, lui, ne le connaît pas. Et pour lui, il n'y a que deux périodes dans le Moyen-Âge. Il y a des origines, c'est-à-dire du XIe siècle jusqu'au XIVe. Voilà. Et puis ensuite, il y a la fin du Moyen-Âge. Donc pour lui, tout ce qui est de la première période, eh bien, c'est bon à prendre. Le modèle de Bourges peut très bien aller pour le modèle pour l'église romane de Notre-Dame-du-Port. Alors évidemment, pour nous, ça nous choque un petit peu avec nos yeux d'archéologues, mais voilà, l'histoire de l'art a évolué. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, il s'inspire de Bourges, mais il peut s'inspirer aussi de Clermont. C'est un médaillon de Notre-Dame-du-Port à gauche et un médaillon des vitraux d'une chapelle de la cathédrale de Clermont. Donc elle a pu observer également de près. Alors je continue sur certaines de ces créations autour de Clermont, pour vous montrer aussi que Thévenot c'est un petit atelier, on aura l'occasion d'en reparler, mais il réutilise énormément les cartons. Vous voyez le même carton ici, issu donc de Bourges, on le retrouve à Notre-Dame-du-Port, c'est ce que vous avez à gauche, à Montbrison, c'est ce que vous avez en haut à droite, et je ne sais plus où, à droite, mais enfin voilà, 3 verrières de Thévenot et 3 fois le même carton remis au goût du jour à chaque fois. Et voilà encore 3 de ces compositions qu'on retrouve Notre-Dame-du-Port, les deux à gauche, et Montbrison à droite. Là, je vous montre les Saint-Pierre et Saint-Paul de l'église de Billon, Saint-Cerneuf de Billon. Le haut chœur de l'église Saint-Amable, la basilique Saint-Amable de Riom, avec Saint-Amable à gauche. Toujours à Riom, mais dans une chapelle, l'histoire de la vie de Saint-Amable, non plus la figure en pied, mais la vie de Saint-Amable, avec ici des cartons plutôt originaux, mais évidemment, la vie de Saint-Amable se prêtait à des cartons originaux. Et pour sortir un peu de l'Auvergne, parce qu'il a eu aussi une carrière un peu plus internationale, voici ici un vitrail de la cathédrale de Toronto. Donc une grande crucifixion dont je dois avoir un détail. Non, pas de détail, autant pour moi. Donc oui, une carrière internationale, Toronto, la cathédrale de Calcutta aussi. Là, j'ai pas réussi à trouver d'image, je ne sais pas si c'est conservé. Et puis, j'aurais terminé sur Thévenot par quelques images de l'église de Montferrand, une église chère à son cœur puisqu'il y a été baptisé, dont il a repensé tout le décor, même s'il n'a pas eu le temps de le finir. Alors, une grande crucifixion entre la figure de l'église et de la synagogue,
Et puis, c'est un programme qu'il a élaboré et où le clergé l'a laissé assez libre finalement du choix des personnages représentés. Et alors, je voulais vous montrer. Ici, vous avez des petits personnages. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Oui, voilà. Vous voyez des petits personnages à la hauteur là, du pointeur, le long de la barre lotière. Alors, ces petits personnages, eh bien, ce sont les saints particuliers de la famille Thévenot. Il y a notamment un saint Hormidas. Alors là, l'iconographie de saint Hormidas est assez dure à trouver. Bon, il avait lu les petits bollandistes, il a trouvé. Mais voilà, c'est le seul que je connaisse dans le vitrail du 19e siècle. Alors voici la rose, donc toujours de cette église de Notre-Dame de Prospérité à Montferrand, et deux des patriarches qui sont représentés au-dessus et autour de la crucifixion. Alors, parlons rapidement de cet atelier. Donc, c'est toujours un atelier de taille modeste. On suppose, bon, on n'a pas les chiffres complets, mais grosso modo, il n'y a jamais eu 3 personnes dans l'atelier à Thévenot, et puis 2, bon, peut-être un troisième, mais pas plus. Lui s'occupait des cartons. Il avait besoin d'un coupeur, d'un monteur et d'un peintre sur verre quand il ne faisait pas lui-même le travail. Alors il y a quand même des noms qui apparaissent. Un certain Pierre-François Gauglet. Pierre-François Gauglet est né en 1813 à Paris et il a été débauché par Thévenot. Il est venu s'établir à Clermont à la fin des années 30, peut-être début des années 40, et il irait jusqu'en 1848. Puis là, il est un peu... Enfin, son nom apparaît dans certaines émeutes qui ont eu lieu au moment de la Révolution de 48. Alors finalement, après 48, eh bien, il quitte Clermont, sa réputation est un peu grillée, et il retourne à Paris, et il va créer plusieurs ateliers à Paris, notamment en association avec 2 autres personnes, notamment Martin Philippe Queignoux. Et Martin Philippe Queignoux est plus jeune que lui, il est né en 1833, mais c'est aussi un Clermontois d'origine, et on suppose que Martin Queignoux est passé aussi par l'atelier de Thévenot, sans avoir de grandes preuves. Et le dernier, pour le coup la preuve est plus avérée, c'est Jean-Pierre Thomas, un jeune natif du Puy, et qui est chez les frères des écoles chrétiennes au Puy, et qui est repéré par un père des écoles chrétiennes, le frère Bénilde. Et il trouve que ce jeune Thomas dessine pas mal, et voilà, le frère Bénilde, qui depuis a eu un parcours, il est aujourd'hui canonisé. Donc le frère Bénilde, originaire de la Limagne, à côté de Clermont, oriente ce jeune Thomas chez Thévenot. Thévenot va le former, et ensuite, bien, Thomas va quitter Clermont et aller fonder un atelier à Valence, et l'atelier existe encore aujourd'hui, ils en sont à la 5e génération. Voilà. Donc il a eu une certaine prospérité. Et enfin, le dernier, c'est Louis-Antoine Champ-Robert, dont on va maintenant parler, puisque c'est le successeur officiel de Thévenot. Alors, Louis-Antoine Champ-Robert est né en 1834. C'est une figure moins connue, plus pâle, certainement. Il n'a rien publié. C'était sans doute pas un érudit, il était sans doute bien moins savant que Thévenot. Il est moins célèbre, aussi peut-être parce qu'il a été moins étudié, et que si on se penchait sur la question, on arriverait peut-être à dire plus de choses sur ce personnage. Alors, on a trouvé des vitraux de Champ-Robert dans une quinzaine de départements. Et le premier grand chantier, c'est celui de Notre-Dame-du-Port. La verrière, les verrières hautes de Notre-Dame-du-Port ont été refaites d'abord par Thévenot et ensuite terminées par Champ-Robert, comme vous pouvez le voir ici sur cette inscription. Et voilà donc les 2 personnages au cœur de Notre-Dame-du-Port qui sont réalisés donc parmi les premiers vitraux signés par Champ-Robert. Alors on lui doit, donc je vais passer rapidement, mais il a parfois des chantiers très importants, et si vous avez l'occasion d'aller en Bourgogne, dans l'église de Nolay, dans la Côte d'Or, eh bien, il a réalisé tout le décor vitré de l'église de Nolay. Voici le cœur de cette église, et des verrières
latérale donc des transepts de l'église de Velay. Donc je n'insiste pas sur notre ami Louis-Antoine Champ-Robert qui meurt en 1905, qui meurt vraisemblablement dans la misère. Le peu qu'on sait, j'ai retrouvé, son décès est déclaré, il est à l'hôpital, il n'y a pas de famille, il ne s'est jamais marié, et c'est la sœur de l'hôpital qui vient déclarer son décès. Il n'y a pas de succession, bref, c'est quelqu'un vraiment sans fortune. Quant au fonds d'archives, on imagine qu'il y avait quand même un fonds d'atelier. Il l'a vendu avant de fermer, avant de prendre sa retraite, donc on pense qu'il a arrêté son travail vers 1903 ou 1904. Il y a un antiquaire de Rion qu'on a acheté des pièces, des cartons, et qui en a revendu dans les années 1910-1915. Quelques-uns ont été rachetés par le musée de Rion. Mais le gros de l'autre carton a été complètement dispersé. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de pistes pour retrouver le fonds d'atelier lui-même. Quant à Thévenot, il y a encore des descendants en Limousin. On sait que chez les descendants, il y a encore des dessins. Voilà, il y a encore du travail à faire. Alors venons-en maintenant à son compatriote, et néanmoins ennemi. Ennemis, non, c'est des gens qui appartenaient tous au milieu de la société érudite clermontoise, ils se retrouvaient à l'académie, enfin voilà. Ils étaient encore sans doute en capacité de se parler quand ils se rencontraient, mais ils ne travaillaient plus ensemble. Alors il faut dire que Thévenot, le premier qu'on a vu, c'est quand même un aristocrate. Alors on ne sait pas parce qu'il ne porte pas de particule, mais sa mère était noble, toute sa famille est noble, et il mariera sa fille avec un monsieur de Villelube, enfin voilà. Il vit dans un milieu qui n'est pas du tout un milieu d'industriel. Ce qui n'est pas le cas d'Émile Thibault, qui est un peu plus jeune, il est né en 1806, vous voyez, ils ont une petite dizaine d'années d'écart, mais lui, il est fils d'imprimeur. L'imprimeur Thibault Landriot de Rion, qui va faire une grande carrière, qui va ensuite installer une imprimerie à Clermont. Et donc c'est quelqu'un qui voit la vie, envisage les choses d'une manière complètement différente, et quand il va se mettre à faire du vitrail, il va le faire en industriel, sans état d'âme. Alors que Thévenot, certainement, voyait ça plus de manière artistique. Donc l'ampleur des ateliers va être tout de suite très différente. L'atelier Thibault aura au moins une dizaine de personnes aux meilleures époques. Donc, je vous remontre ici, sur cette chaîne chronologique, Émile Thibault va rester en fonction jusqu'en 1876. Il va s'associer et laisser la place ensuite à Charles Desgranges. Charles Desgranges aura quelques malheurs à la fin de la période. Je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit 76, non, c'est 67. 67, il s'associe avec Desgranges. Desgranges reste jusqu'en 77, il s'associe avec un éphémère de Carbonel, dont je ne parlerai pas parce qu'on n'en sait rien. De Carbonel manque de faire faillite en 1879, et in extremis, Thibault lui trouve, parce que Thibault est toujours clermontois, et il meurt très tard en 1896, donc il se soucie de son ancien atelier, même si c'est plus lui qui le fait valoir. Thibault lui trouve un remplaçant qui veut bien racheter, Félix Gaudin, dont on reparlera, et Gaudin reste en place à Clermont jusqu'en 1892, avant de céder l'entreprise à Adrien Barat. Donc, parlons de notre Émile Thibault. Donc Émile n'est pas son nom d'ailleurs, ça s'appelle Jean-Pierre. Émile n'est qu'un nom d'artiste. Alors curieusement, Émile Thibault également est un militaire. Et il fait lui aussi partie de la garde de Charles X. Alors il n'est pas officier, il est simple soldat, mais il a le même réflexe que Thévenot. En 1830, il retourne dans ses terres, il refuse de servir le roi Louis-Philippe, donc plutôt a priori légitime. Et on connaît de lui quelques dessins gravés et lithographiés également, parce qu'il va retourner dans ses terres d'origine, il va travailler plus ou moins avec son père à l'imprimerie. Mais il va créer la première presse lithographique en Auvergne. À l'époque, il fallait un brevet pour être lithographe, et le premier brevet de lithographe à Clermont, c'est lui qui l'obtient. Donc il va être lithographe pour l'entreprise Thibault Landriot.
Alors on a également quelques peintures de lui. Là je vous montre des dessus-de-porte qui se trouvent dans une propriété en Corrèze, qui est une propriété où il est décédé d'ailleurs, en 1896. Lui aussi va être érudit, comme son confrère Thévenot, et il va publier à 3 reprises un essai. En gros, c'est le même essai, mais qui reprend et qui l'augmente à chaque fois. Donc le premier dans les annales de l'Auvergne, et ensuite tiré à part, mais à chaque fois des ouvrages qui prennent de l'ampleur à chaque édition. Alors, lui aussi est connu pour avoir réalisé des restaurations, donc bien sûr celle de la cathédrale de Clermont. Je vous montre ici quelques dessins qui étaient dessinés au chantier de la cathédrale de Lyon. Il va restaurer également à Riom, à l'église du Marturet, donc un vitrail du XVe siècle, donc il va remettre au goût du jour. Donc ce qui est du XVe, ici sont une figure, mais les dais, c'est Thibaut qui les dessine, mais qui s'inspire pour ça des dais de la Sainte-Chapelle de Riom. Et c'était assez bien vu parce que c'était des vitraux qui appartenaient sans doute, enfin, qui venaient du même atelier au XVe siècle. Alors, comme Thévenot a une église fétiche à Clermont et Notre-Dame-du-Port, eh bien, Thibaut aussi a une église fétiche, c'est l'église Saint-Genet-les-Carmes, dont il est le paroissien. Alors à Saint-Genet-les-Carmes, eh bien, il va créer notamment dans les chapelles de côté ces 3 verrières, donc le patron Saint-Genet au centre, une éducation de la Vierge à gauche et une Pietà à droite. Et la Pietà à droite, c'est un des cartons aussi fétiches de Thibaut, il va souvent la remettre au goût du jour. On reviendra sur ce Saint-Genet tout à l'heure. Alors, voici encore 2 verrières des parties hautes de Saint-Genet-les-Carmes, et vous voyez dans les écus en bas le chiffre de Thibaut, ET. Voilà. Alors, lui aussi, il est érudit, il a une connaissance de la région et des œuvres d'art de la région, et vous avez ici les panneaux extérieurs du retable du Moulin, avec cette très belle annonciation que Thibaut a vue, qu'il a dessinée et qu'il a réutilisée. Vous avez à gauche l'église des Batignolles. Tous les vitraux de l'église des Batignolles, c'est un ensemble de Thibaut. Et voilà, j'ai sélectionné juste cette œuvre parce que ça me permettait de vous montrer un petit peu ses sources. Mais on la trouve à 3 ou 4, enfin cette annonciation, on la trouve dans 3 ou 4 églises, enfin au moins. J'ai pas vu toutes les églises vitrées par Thibaut, mais voilà, c'est une annonciation qu'il aimait bien visiblement. Alors, ce retable de Moulin, il l'aime bien, Thibaut, ça c'est clair, et il va s'en servir. Voici ici un dessin. C'était un projet pour la cathédrale de Moulins. Et puis, voici ici un vitrail de l'église de Souvigny. Et vous voyez que les comtes d'Auvergne sont repris, enfin la figure, les figures sont reprises assez fidèlement des 2 volets du retable de Moulins. Alors, là je vous montre à gauche une création de l'église du Marturet à Riom, donc une autre église riomoise, et la source probable de la composition, qui est un couronnement de la Vierge de l'église de Saint-Lô. Donc vous voyez, lui aussi, il a une manière d'être archéologue. Il n'a pas les mêmes sources que Thévenot, il utilise beaucoup moins Bourges, mais il utilise quand même ses voyages et les dessins qu'il peut faire pour ses propres créations. Alors, il fait aussi travailler, il ne fait pas appel qu'à son seul talent, il fait aussi travailler des artistes indépendants extérieurs à l'atelier. Et l'un de ces artistes, quelqu'un d'un corps assez peu connu, c'est Paul César Gariot, qui lui donne en 1855 cette figure de Saint-Georges, terrassant le dragon, et la figure latérale que vous avez sur la droite, un des dessins aussi de la légende de Saint-Georges, et tout ça c'est destiné à un vitrail que vous avez sur la gauche pour l'église de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Un vitrail qui est daté de 1855. Oui, 55 ou 56. Voilà. Alors, Paul César Gariot, c'est quelqu'un qui est parisien, mais qui a été formé en Espagne,
à l'Académie royale d'Espagne et qui revient dans les années 40 à Paris et qui va exposer à plusieurs reprises au salon et dont on trouve au moins une quinzaine de cartons originaux dans l'atelier, dans les archives de l'atelier Thibaut, dont je dirai un mot tout à l'heure. Alors, quand il ne fait pas appel à des cartonniers originaux, il utilise bien sûr ce que font tous les peintres verriers, les fonds de gravure. Donc ici, une petite gravure allemande, des gravures, des images de piété, c'est une petite image qui fait 7-8 cm de haut. Ces gravures allemandes, elles viennent de Cologne, où dans les années 20, l'archevêque de Cologne, vous savez, il y a une sorte de culture camp, de combat culturel entre les catholiques allemands et les protestants, notamment les Prusses, qui ont tendance à rayonner beaucoup en Allemagne au XIXe siècle. Et donc, pour réagir à cette montée, cette puissance du protestantisme, l'archevêque de Cologne, Monseigneur de Gessel, crée une société pour la diffusion des bonnes gravures religieuses. Parce qu'il trouve en plus que dans les images de piété, il y a de tout, à boire et à manger, bref, il vaut mieux encadrer les choses. Et donc, cette société va faire appel à des peintres, notamment aux Nazaréens, j'allais dire au Berkamp, excusez-moi, au Verbeek, merci, au Verbeek, etc. Et donc, tous ces peintres, nazaréens ou non, vont donner des dessins qui vont être gravés par des graveurs locaux de Cologne, enfin formés à Cologne, et ils vont graver non pas sur cuivre, mais sur acier. Une gravure sur acier tient longtemps, avec une gravure sur cuivre, on fait 70 exemplaires, avec une gravure sur acier, on arrive jusqu'à 130 à peu près, donc c'est plus économique. Et on va, comme ça, éditer des centaines de gravures d'images de piété qu'on va diffuser dans toute la chrétienté. Au tout début, les images étaient légendées en allemand, et puis très vite, les légendes sont passées en latin, ce qui explique qu'on les retrouve dans toute la chrétienté de l'époque, et aujourd'hui on en retrouve encore en Amérique du Sud, j'en ai trouvé. Voilà. Et donc, voilà, cette petite éducation de la Vierge, vous pouvez la voir dans le vitrail qui est à droite, et qui se trouve dans l'église de Saint-Saturnin, dans le Puy de Dôme. Alors, toutes les officines, partout où on fabrique du vitrail, on possède au moins la Bible Schnorr, la Bible en image de Schnorr von Caroswell, qui est aussi un peintre autrichien, lui, mais qui a été aussi très lié avec les Nazaréens et qui est revenu ensuite en Allemagne. À partir des années 1840, il a publié une Sainte Bible en image, 240 planches. Au départ, c'était des gravures sur bois, mais bon, rapidement, on les a transférées. On a fait des gravures sur acier, et ça s'est diffusé vraiment partout, ces 240 planches. Et c'est une aubaine pour tous ces peintres verriers qui ouvrent des ateliers en France et ailleurs, parce que tous ne savent pas dessiner, enfin ils savent peut-être peindre une figure, la reproduire sur le verre, mais composer, imaginer, inventer une scène, c'est pas facile. Donc on se sert de ces gravures, et ici donc je vous montre Jésus chez Marthe et Marie. Alors soit on se sert de la scène entière, soit on reprend juste une figure, et c'est ce qui est arrivé à cette Sainte Marthe que vous aviez sur la droite, et vous la retrouvez dans un vitrail de Thibaut dans l'église d'Aigues-Perse. Donc tout ça, c'est encore des églises autour de Clermont. Alors, je vais vous montrer un chantier assez original, daté de 1840, d'Émile Thibaut. Là, il travaille pour Madame Adélaïde, la sœur du roi, et Madame Adélaïde possède un château à Randan, dans lequel elle a fait installer des vitraux de la manufacture de Sèvres. Mais à côté de ce château, il y a un relais de chasse, le château de Mollemont, qui est aujourd'hui un hôtel de luxe. Vous pouvez y aller, vous verrez les vitraux que je vous montre. Alors c'est une ancienne grosse ferme du XVe siècle, dans laquelle on fait aménager une grande salle à manger. D'un côté, on a une vue superbe sur la forêt et les monts d'Aume au loin. Et de ce côté-là, vous l'avez arrière de gauche, Thibaut utilise simplement du verre à vitre, avec une petite bordure peinte aux émaux, et puis un couronnement, dont on va voir quelques détails.
L'autre côté de la salle à manger donne sur une cour qui est la cour des communs. Et c'est pas très beau à voir. Et donc on va utiliser un verre industriel, un verre mousseline. Le verre mousseline, c'est du verre avec des motifs qui sont réalisés à l'émail, mais grâce à un écran de sérigraphie, c'est de la peinture sérigraphique sur le verre, on passe l'émail, on repasse le verre au four pour que l'émail adhère, et ça fait ce genre de produit. Voilà, et je trouve que cette utilisation raisonnée du verre, tantôt mousseline, tantôt translucide complètement, est assez maligne. Et alors dans les impostes, on a de très beaux dessins. On voit ici un des cartons. Et voilà ce qui a fait l'affiche de notre conférence, le dessin donc, de ce masque et des armoiries de Madame Adélaïde à gauche et de son chiffre, puisqu'elle s'appelait Eugène Adélaïde Louise. Voilà. Et voilà ici encore une de ces impostes. Donc, on est en 1840 et on a là, sans doute, un des premiers ou des plus anciens vitraux civils qu'on puisse trouver en France, encore en place d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire. Alors, notre Thibaut, il a aussi une figure d'archéologue, comme Thévenot d'ailleurs, ils ont tous les deux une sorte d'aura. Il y en a un qui est inspecteur pour la Société française d'archéologie et l'autre qui est correspondant de la Commission nationale des arts et monuments. Donc chacun, ils ont un rôle très, très important. Et notre Thibaut va encadrer certaines restaurations, notamment celle de Saint-Genès. Et vous voyez la figure de Saint-Genès, donc le dessin qui se trouve dans les archives, qui a servi bien sûr pour le vitrail qu'on a déjà vu, mais qui a servi aussi pour faire la statue qui se trouve aujourd'hui au portail de l'église Saint-Genès. Et puis, il va travailler également à encadrer les restaurations d'une église d'un ordre religieux de Clermont, et il va prêter, sans doute fournir un carton, donc le carton de Saint-Georges terrassant le dragon, qui est encore un carton de Gariot, pour le peintre, de la famille Belli. Belli, c'était une famille de peintres piémontais qui faisait de la peinture murale et qui était itinérant. Ils ont fait plusieurs chantiers à Clermont, dont le chantier de cette chapelle. Et le même carton avait servi un nombre incalculable de fois. Là, je vous ai montré un exemplaire Thibaut, mais il a servi aussi pour ses successeurs. Et à Montferrand, il y aura aussi, postérieurement, après le décès de Thévenot, un grand programme de peinture murale, et c'est Thibaut qui va encadrer. Voilà. Et ça sera le dernier de la famille Belli, puisqu'ils vont tomber de l'échafaudage, il y aura deux morts. C'est un chantier qui termine assez tragiquement. Alors, on va évoquer maintenant les nombreux, les 4 successeurs d'Émile Thibaut. Donc, Thibaut va se retirer progressivement à partir de 1867 et il va trouver pour repreneur Charles Desgranges, dont le vrai nom est Charles Gomichon Desgranges, issu d'une noblesse ancienne bourguignonne, qui a perdu la particule au moment de la Révolution et qui s'appelle juste Charles Desgranges lorsque arrive la Révolution de 48. Alors, c'est un personnage original, donc né en 1825, avec des capacités pour le dessin, qui aurait bien voulu être artiste, mais les parents lui ont dit non, tu fais ton droit, c'est mieux. Et donc, il rentre dans l'administration et en 1850, il est receveur des contributions directes dans les Basses-Alpes. Et il se trouve qu'au moment du coup d'État, c'est un des départements où il y a des troubles. Alors il sauve la recette, il prend la recette dans sa besace et il part à pied à travers champs. Il rejoint le département suivant, il va se présenter au préfet, voilà, j'ai sauvé la recette. Très bien, je vous confie une troupe. Alors, il n'était pas du tout militaire, mais enfin bon, on lui confie un escadron, et il va mater la récolte à Digne. Donc ce haut fait va lui valoir toute l'attention de Napoléon III, qui va l'anoblir. Alors bon, il l'était déjà, mais voilà, la particule s'était perdue, donc il reprend le nom de Gomichon Desgranges, et il sera également chevalier de la Légion d'honneur.
Et donc, il a épousé une femme clermontoise, donc il vient de temps en temps en vacances, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Thibaut, qui cherche un repreneur, ils font affaire, et voilà notre Charles Desgranges, intronisé peintre-verrier en 1877. Et là, il va déchanter beaucoup, voilà, parce qu'il s'était imaginé beaucoup de choses sur le métier de peintre-verrier. C'était un imaginatif, il a écrit plusieurs romans, et il a écrit notamment l'histoire des gentilshommes verriers du Moyen-Âge, où il raconte l'invention du jaune d'argent, qu'il attribue rien moins qu'à Jean Van Eyck. Voilà. Donc c'est extrêmement romancé, ça se trouve encore, enfin on peut le lire à la Bibliothèque nationale, il n'y a pas de réédition. Mais voilà, il va écrire des romans de cet ordre-là. Et donc, voilà, j'ai pas beaucoup d'images un peu de ce personnage, une mauvaise lithographie, donc un moustachu. Alors, c'est quand même lui qui va déménager l'atelier et qui va sans doute se ruiner dans l'opération. L'atelier se trouvait donc tout près de l'église Saint-Genès, entre deux rues de Clermont, la rue Abbé Gérard et la rue de la Treille. Et bon, c'était sans doute pas très commode pour circuler, etc. Il fait bâtir une maison neuve, comprenant un appartement évidemment, mais comprenant également un atelier avec une cour, tout un endroit pour l'expédition des vitraux, une petite grange étable pour avoir une voiture à cheval et le cheval qui va avec, enfin bref. Voilà. Et donc, il appelle ça une école de peinture sur verre, il en fait moult publicités, et vraisemblablement, il s'embête à faire construire la chose, et les affaires vont aller assez vite, très mal pour lui. Alors, je voulais quand même vous montrer quelques-unes de ses créations. Alors, cet atelier, c'est aussi celui qui sera celui de son successeur, puis du successeur du successeur, hein, donc il va rester actif un moment. Donc, voici quelques-unes de ses créations. On est dans l'église de Moulins, une église de Moulins, l'église Saint-Pierre. Alors il y a quand même des choses plus intéressantes dans cette église que ces figures de saints qui sont bien faites, mais un peu usuelles quand même quand on fréquente les ateliers clermontois. Je vous montre ici une petite église de Clairlande. Clairlande, c'est dans l'Allemagne, pas très loin d'Orion. Voilà. C'était un ex-voto, voilà, donné par la famille de ce Edgar de Lausanne, qui a été garde mobile pendant la guerre de 1870. Et comme il est revenu vivant, ben voilà, il a offert ce vitrail qui est assez original, il faut quand même le reconnaître. On ne voit pas souvent des canons représentés dans les vitraux, surtout pas dans les églises. Alors, quand même, dans les sources d'inspiration, notre Charles Desgranges fait preuve d'originalité. Vous avez à gauche un plâtre de Bartholdi qui a été exposé au salon de 1874, aussitôt acheté et aussitôt envoyé au musée de Clermont. Et au musée de Clermont, eh bien, Charles Desgranges le photographie. Et ce que vous avez sur la droite, c'est 2 tirages photographiques de grande dimension, hein, ça plus d'1 mètre de haut, qu'on a, pour les besoins de la photo, qu'on a remis côte à côte. Voilà donc notre Vercingétorix. Mais à quoi peut servir cette statue de Vercingétorix? Eh bien voilà à quoi il peut servir. À créer un Saint-Georges, dont vous avez le carton qui a été dessiné d'après, et la version vitrée, donc, dans l'église Saint-Pierre de Moulins. Voilà, c'est quand même un personnage qui peut être original. Mais donc, à partir des années 1876, il est fortement endetté, extrêmement amer aussi, parce qu'il pensait que c'était un métier très médiéval. Hein. Les gentilshommes verriers, il croyait qu'il ne pensait pas que c'était les fabricants de verre, pour lui c'était les fabricants de vitraux. Hein. Et bon, il a des déboires financiers. Il vit une période difficile. À un moment, il est tout seul, il habite dans un hôtel à Lyon, et il écrit au ministre pour lui demander qu'on lui confie une peinture, une copie de peinture, parce qu'il a besoin d'argent, en fait, il est aux abois. Donc il trouve à s'associer avec quelqu'un qui est un rentier, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Louis de Carbonel. Et en 2 ans, il s'associe d'abord à un
moitié-moitié, puis en 77, il laisse Louis de Carbonel seul aux commandes de l'atelier. Alors ce Louis de Carbonel, on ne sait pas d'où il sort. Enfin si, il est parisien, mais après on ne sait rien d'autre de lui. Et puis rapidement, il va être mis sous tutelle. Je ne sais pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il a sombré dans la folie ou quelque chose comme ça? En tout cas, l'atelier va très mal. Et c'est notre pauvre Émile Thibault, qui est retraité bien sûr, mais qui est toujours clermontois, qui le dit, il le dit dans son journal: j'ai essayé de m'occuper de mon ancien atelier et je pense avoir trouvé quelqu'un de bien en la personne de Félix Gaudin. Et donc c'est bien sûr de Félix Gaudin dont on va parler maintenant. Je vous montre quand même deux petites verrières tardives. Cette verrière qui se trouve dans la cathédrale de Clermont, qui représente la verrière de Saint-Louis. Alors la partie haute que vous n'avez pas, c'est le mariage de fils de Saint-Louis, Philippe le Hardy. Oui. Non. Avec Isabelle d'Aragon. Bref, Philippe de Valois, tout simplement, avec Isabelle d'Aragon. Et au-dessous, dans la partie basse du vitrail, c'est Saint-Louis qui amène à Clermont une relique de la Sainte Couronne. Et ici, voilà, tous les ecclésiastiques de Clermont sont représentés. Et également la cathédrale en lave, que vous avez sur la gauche, c'est assez original, alors qu'à l'époque de l'arrivée de ces reliques, elle n'était pas encore construite. Enfin, elle était en chantier. Et donc le vitrail est co-signé Desgranges et de Carbonel. Et ici, également, un vitrail de 1877 dans l'église de Volvic, un Saint-Charles-Borromée, qui est co-signé donc Desgranges et de Carbonel. Donc on a quand même quelques traces de l'activité de Carbonel. Alors, parlons maintenant donc de Félix Gaudin, qui est un jeune homme né à Paris en 1851, et qui est le fils d'un savant cosinus, Marc-Antoine Gaudin, qui a un emploi rémunérateur, enfin qui lui permet de survivre en tout cas. Il est calculateur au bureau des longitudes, mais qui occupe toutes ses nuits, ses dimanches et ses quelques vacances à faire des recherches de chimie. Alors, on ne le sait peut-être pas, mais après l'invention de Daguerre, le jour où l'invention de Daguerre est publiée, à la conférence d'Arago à l'Académie, Marc-Antoine est là, il écoute, il prend des notes, il rentre chez lui et il réalise son premier daguerréotype. Donc c'est une sorte de savant fou qui va quand même réaliser de très beaux daguerréotypes. Il y en a un qui est conservé au musée d'Orsay, qui est la pompe funèbre du duc d'Orléans, 1842, photographiée depuis un immeuble en face de l'église de Notre-Dame. Et puis il va faire breveter aussi la photographie stéréoscopique. Et il va développer avec ses frères une entreprise, Gaudin Frères, qui va vendre des photographies stéréoscopiques. Il est l'auteur du premier manuel de photographie publié en France. Et il fait aussi des tas d'expériences sur le rubis artificiel. C'est lui qui étudie aussi la cristallographie. Et 3 années consécutives, il va avoir le prix Montion, je crois, de l'Académie des sciences, pour pouvoir matériellement publier, c'est un savant sans fortune, publier ses théories. Et aujourd'hui, dans l'histoire de la cristallographie, ça reste un personnage extrêmement important, Marc-Antoine Gaudin. Et donc, il a 2 enfants qu'on va vite éloigner de Paris, parce qu'il a quand même fait sauter 3 fois son appartement avec ses expériences, et donc c'est un peu dangereux. Donc il va être élevé en province, dans la famille des cousins, chez les Narjou. Alors Narjou, ça ne vous dit peut-être rien aussi, mais il y a un architecte qui s'appelle Félix Narjou. C'est le cousin germain de Félix Gaudin, il a une quinzaine d'années de plus, et il va devenir un proche collaborateur de Viollet-le-Duc. Ce qui peut expliquer les liens et peut-être aussi l'admiration que Gaudin peut avoir vis-à-vis de Viollet-le-Duc. Et donc, il va préparer l'école polytechnique au moment où arrive la guerre de 1870. Donc il abandonne les études parce qu'il n'a pas les moyens, sa famille n'a pas les moyens non plus, et il s'engage dans l'armée. Et après quelques campagnes, eh bien, il décide de rester dans l'armée où il peut faire une carrière, il peut prétendre. Donc rapidement il sort du rang, évidemment, il fait faire des écoles internes, et il sort lieutenant, puis capitaine d'artillerie, il est nommé en 1876 à Clermont-Ferrand. Alors le 36e d'artillerie se trouve à une encablure à peine 100 mètres de l'atelier de vitrail
tenu par Charles Desgranges à ce moment-là. Et donc, on ne sait pas exactement dans quel cercle Thibault l'a rencontré, mais voilà, ils font affaire. Il se trouve que sa femme fait un héritage au bon moment, et donc il peut réinvestir. Et en 1879, il rachète donc cet atelier, qui est toujours un outil performant, qui a eu des problèmes évidemment financiers à l'époque de Louis Carbonel, c'est évident, mais qui est encore capable de produire. Et rapidement, il va relever l'atelier, et pour les deux relevés du nombre d'employés, en 86 et en 91, on voit qu'il a à chaque fois 10 employés. Donc c'est une affaire qui va bien marcher. Donc voilà, j'ai montré sa photo au moment à peu près où il reprend l'atelier, il retourne à la vie civile, tout en restant un capitaine de réserve. Alors il va faire tourner l'atelier en essayant de trouver, quand il peut, des cartonniers originaux. Et ici, vous avez la photographie, un carton a disparu, mais vous avez, non, il n'a pas disparu, il a été retrouvé, mais là, c'était à l'époque une photographie prise dans l'atelier, un carton d'un frère des écoles chrétiennes, Alexandre Grelet, en religion, frère Athanase. Alors, ce frère Athanase, donc frère des écoles chrétiennes, avait été un Parisien d'origine, mais il avait été nommé à Clermont, et comment a-t-il rencontré d'abord Desgranges, et puis ensuite Gaudin, on ne sait pas trop, mais voilà, l'atelier, il l'a fait travailler à plusieurs reprises. Et c'est un peintre original, parce que vous savez que les frères des écoles chrétiennes, ils ont fait des vœux temporaires, tous les 5 ans, ils peuvent quitter. Et donc il a quitté les Ordres, il est revenu sur Paris, s'est marié, et il a continué de faire des cartons de vitraux pour beaucoup d'ateliers. Alors ici, c'est l'envoi en mission de Saint-Austremoine, donc le premier évêque de Clermont, par Saint-Pierre. Et c'est un carton qui a été créé pour un vitrail de Lezoux que vous avez sur la gauche. Donc c'est un vitrail qui daté de 1881 ou 82, je crois. Un autre dessin que j'attribue aussi à frère Athanase, mais je ne suis pas complètement sûr. Donc c'est le dessin d'un martyr chrétien en Chine. Et voici ici la traduction en vitrail. Et donc ce martyr chrétien était originaire de Lezoux. Et le vitrail a été donné par la comtesse Martha Becker, qui était apparentée donc à ce saint martyr qui est décédé en 1806, je crois. Il s'appelait Thorin du Fraisse. Il a été canonisé par Jean-Paul II il y a quelques années. Alors, parler de Gaudin, c'est aussi parler du grand chantier de l'église Saint-Joseph à Clermont. C'est une église construite à partir de 1885, financée en grande partie par celui qui va devenir le premier curé de la paroisse, l'abbé Clusiel. Et c'est une église construite dans un quartier neuf entre le centre de Clermont et la gare. Et donc l'abbé Clusiel est un ami de Félix Gaudin, et il va lui confier la moitié du chantier de vitraux, une bonne part du chantier. Mais tous les autres ateliers clermontois, parce qu'il y en a d'autres même époque, seront appelés à travailler également à Saint-Joseph. Donc voilà la figure de Saint-Joseph qu'on voit dans la fenêtre haute dans l'axe, et puis un certain nombre de chapelles. Je vous montre ici un vitrail qui est assez surprenant, c'est le vitrail des sacrements. Il n'y a pas une inscription pour nous dire de quoi il s'agit. Vous avez 4 scènes, et heureusement, merci à la Bible Schmor, on retrouve les 4 sacrements, donc le baptême et le pardon, ce que vous avez en bas, c'est donc le retour du Fils prodigue qui est censé symboliser le pardon. Donc vous avez à droite les gravures, et à gauche ce qu'on en a fait. Vous voyez qu'on a silhouetté les personnages, mais on les a regroupés, resserrés. Vous voyez sur le personnage qui est complètement ici sur la droite est très décalé, alors qu'ici il est bien rapproché au-dessus du personnage. Et là encore, on possède dans le fond Thibault, dont je vais vous parler bientôt, on possède la gravure, bien sûr, mais surtout on possède des photos agrandies sur des grands tirages en papier salé, sur lesquels on a pu mettre un calque pour faire le carton.
Vitrail de la cathédrale de Clermont, un vitrail à la gloire des premiers évêques de Clermont. Et ce vitrail est dessiné par un dessinateur parisien qui est Louis Stanel, Louis-Auguste Stanel. Ce qui nous montre bien l'ambition de Félix Godin, c'est-à-dire que quand il achète, il a un fond de carton qui est déjà évalué à 1500 à peu près. Ça veut dire qu'il peut créer tout ce qu'il veut pratiquement en réutilisant. Mais justement, on sent, quand on étudie ce qu'il crée, qu'il a une volonté de diversifier, d'aller chercher des cartonniers ailleurs et bientôt à Paris. Donc, Louis Stanel, c'est un cartonnier spécialisé dans les styles néo-médiévaux. Et voilà ici une image d'un des cartons et une image qui n'est pas très bonne, hein, c'est une vieille diapo que j'ai reprise. Alors ce qui est intéressant sur ces cartons, c'est que Stanel va très loin, il demande, il a des impératifs sur les couleurs, et on a tous les codes de couleurs avec certains qui sont marqués rouge Godin, donc c'est un rouge qu'il a vu dans l'atelier, enfin voilà. C'est un document qui est intéressant aussi pour ça. Et puis, une signature, peut-être la seule, très originale dans l'œuvre de Félix Godin, c'est la tout en latin, je vous l'ai traduit, donc en regardant ce vitrail, souviens-toi dans tes prières du verrier Félix Godin de Clermont. Voilà, bon, toute la légende est en latin, j'ai oublié de vous dire que Godin était un latiniste et un hellénisant convaincu. Et au soir de sa vie, quand il s'ennuyait ou pour se délasser, il traduisait encore du grec, il prenait son Xénophon et traduisait du grec. Mais on a conservé plusieurs des prix qu'il a eus au collège. Alors, collaboration avec Stanel, et bien également toute la nef de Notre-Dame-du-Port, toute une série de verrières qui racontent l'histoire de l'église et de la statue de Notre-Dame-du-Port, qui ont une structuration très originale. Vous voyez qu'ils sont tous sur un fond blanc avec des bandes concentriques. Et ça, c'est quelque chose d'archéologique. On ne peut pas être plus près. En 1884, on a retrouvé, et quand je dis on, c'est le prévôt et Stanel qui restaurent les vitraux de la cathédrale de Châlons sur marbre, et qui trouvent comme bouche-trou des panneaux du XIIe siècle. Donc ils vont être sortis, qui vont être repositionnés, remis actuellement au trésor de la cathédrale, mais qui ont deux particularités. D'abord, ils ont pour certains une couleur bleue très pâle, voire une couleur blanche pour le fond. Et ça, c'était jamais vu. On connaissait le bleu de Chartres, qu'on trouve aussi à Saint-Denis, mais des vitraux à fond blanc pour le XIIe siècle, on n'avait jamais vu. Et ils ont cette particularité d'avoir une structure concentrique sur le fond. Et donc la commande pour Notre-Dame-du-Port arrive tout de suite après, en 85. J'ajoute que ces vitraux de Châlons ont été exposés à l'UCAD, à l'Union centrale des arts décoratifs, l'exposition du verre en 1884. Et donc Godin a pu les voir, mais bon, comme il connaît aussi Stanel a pu lui proposer, et donc on a tous ces vitraux vraiment archéologiques en 1885-86 qui sont vraiment très intéressants de ce point de vue-là. Mais surtout, ce qui est important chez Godin, c'est la rencontre avec Eugène Grasset, que vous avez ici en photo. Alors, Eugène Grasset, qui est un Suisse, né à Lausanne, en 1845, je crois, je n'ai pas noté, et qui émigre à Paris, qui s'installe à Paris au moment de 1870, qui est un peintre, dessinateur, qui a voyagé en Égypte, qui est ébéniste aussi, parce qu'il a appris le métier avec son père, mais qui a suivi aussi les cours de Gottfried Semper, par exemple, à l'école polytechnique de Zurich, et qui s'installe à Paris avec l'ambition de devenir peintre d'histoire, et puis qui rapidement ne trouve pas de contrat de commande, et qui va peindre d'abord de très beaux paysages, et puis rapidement qui va créer des œuvres décoratives, des projets pour l'ébénisterie, des estampes, etc. Alors on lui doit une chose que tout le monde connaît, sans savoir vraiment que c'est lui, eh bien c'est la devise de Larousse, je sème à tout vent. Vous avez son petit logo ici, un E dans un G, Eugène Grasset. Alors, Grasset va créer des cartons, surtout des maquettes d'ailleurs, qu'il va confier à Godin. Les maquettes seront transformées en carton dans l'atelier clermontois. Voici ici, à gauche, un carton pour une petite église, une chapelle privée
de la région de Clermont. Et à droite, deux maquettes, dont l'une reprend la même figure, pour une église de Houston. Alors ces premières créations de Grasset, en gros les vitraux créés d'après les cartons de Grasset n'ont pas eu de chance, il y a toujours eu des tempêtes, donc Houston évidemment c'est un ouragan de 1906 qui a tout détruit, et la chapelle de Voin que vous avez à gauche, c'est l'incurie qui a fini par détruire les vitraux. Alors voici ici deux vitraux encore en place dans l'église Saint-Amable de Riom. Alors c'est des vitraux qui sont un peu problématiques parce que Grasset a créé les médaillons centraux, enfin a dessiné les médaillons centraux, mais ils sont dans un espace très blanc et il y a un contre-jour terrible et on n'arrive jamais à les prendre en photo correctement. Et ils datent vraiment d'une première manière de Grasset avec un dessin extrêmement morcelé et un nombre de plombs. Il y a des panneaux à l'intérieur de ces panneaux rectangulaires, il y a des sous-panneaux, des barlotières, parce que c'est très très lourd tellement il y a de plomb. Bon, le voyez surtout à gauche, ici. Vous voyez qu'il y a un panneau en bas. Il a fallu vraiment que le peintre verrier multiplie les panneaux de vitraux tellement ils étaient lourds. Alors, voilà donc détail de ces deux panneaux, donc le don du rosaire et le don du scapulaire à Saint-Simon-Stock. Ils ont aussi un intérêt, ces vitraux, donc qui datent des années 1888-89, c'est que dans la bordure, que vous voyez là un peu loin, on voit le premier verre dit américain, les verres striés à relief, apparaître. C'est un des plus anciens exemples qu'on connaisse. Alors, c'est sans doute Eugène Grasset, qui est installé boulevard Arago, qui lui signale que en 1889, Eugène Oudinot, qui est installé rue de la Grande Chaumière, vient de décéder et que son atelier est à vendre. Et donc, il le convainc sans doute de venir s'établir à Paris. Et c'est ce que Gaudin va faire. Il va racheter l'atelier parisien à la fin de l'année 1889. Mais il va conserver quand même l'atelier clermontois pendant 2 ou 3 ans, enfin jusqu'en 1892. Et là, je vous montre une œuvre. Donc, c'est la Sainte-Chapelle de Vic-le-Comte. Il y a 2 verrières du XVIe que Gaudin a restaurées. Et un vitrail central. Donc, vous avez ici la maquette à gauche et le vitrail à droite, qui représente un arbre de Gessé. Et les 2 personnages des comtes d'Auvergne de l'époque dont le schéma avait été retransmis dans une gravure. C'est un vitrail qui avait été détruit à la Révolution par une tempête et qu'on a essayé de refaire de manière la plus archéologique possible. Donc dans l'atelier, on a aussi les études, le projet, un premier projet qui s'inspirait de l'arbre de Gessé d'Autun, et puis finalement ça n'allait pas, c'était trop petit, et finalement Grasset s'est lâché un peu pour cette création. Donc le vitrail a été réalisé dans les ateliers parisiens. C'est Grasset, oui. C'est Grasset, mais qui reprend une gravure du 18e. Et donc, en 1892, Gaudin va s'établir définitivement à Paris, et il va laisser son atelier clermontois à Adrien Barat. Donc Adrien Barat est un personnage encore peu connu. Il est né en 1868 à Blois, et sa famille, son père, est marchand de cristaux. Donc il a on peut le rattacher vaguement au verre par ce biais-là. Mais on ne sait pas exactement comment Gaudin le rencontre. Peut-être à l'occasion de certains chantiers dans le Loir-et-Cher. Enfin, il le convainc de reprendre l'atelier. Ce qui est fait donc en 1892. Et de toute manière, vous voyez que chaque fois que quelqu'un arrive aux commandes de cet atelier, personne ne sait jamais faire du vitrail. Thibault, il a tout réinventé. Desgranges, il était fonctionnaire des finances. Gaudin, il était militaire. Et Barat, il était marchand de cristaux. Donc voilà, des hommes neufs à chaque fois, qui apprennent le métier, sans doute, avec les gens de l'atelier. Alors, le personnage d'Adrien Barat est encore assez peu connu.
Il est mort sans descendance. Et il est mort pendant les bombardements de Blois en 1940. Donc c'est grâce à lui qu'on possède encore le fonds d'atelier. Alors quand je dis le fonds d'atelier, ce n'est pas les archives comptables, hélas, c'est uniquement le fonds de carton. Et grosso modo, il y a 3000 rouleaux. On ne les a jamais comptés jusqu'au bout. Et quand il a arrêté son travail en 1938, il a cherché un repreneur local à Clermont, il ne l'a pas trouvé. Et puis le vitrail n'est plus vraiment le vent en poupe. Finalement, il a passé l'éponge, il est rentré chez lui à Blois, mais il ne savait pas trop quoi faire de ce fonds, ça occupe une certaine place. Et comme sa famille, son père avait été président de la société académique locale, laquelle société académique locale avait une adresse au château, on suppose que par ce biais-là, il a obtenu l'autorisation d'utiliser les combles du château pour déposer ses rouleaux. Là-dessus, il décède en 1940 pendant les bombardements. Il y a des descendants directs, des nièces, qui vont vaguement hériter de lui, mais personne ne sait qu'il a déposé ça au château. Et voilà, arrive Françoise Gatouillat en 1996, qui traîne au château de Blois pour préparer l'exposition du Mans, et à qui on montre ses cartons, et qui dit, mais ça c'est des cartons de vitrail, qui notent les noms des localités, parce que voilà, il y en avait les noms des lieux marqués sur les bords de carton, et qui me téléphone le soir en me disant, est-ce que tu connais Sebada, Gervais, etc. Voilà. Et donc grâce à ça, on a dit, bah, ça peut être que le fond de carton de Thibault. Voilà, donc ce fond de carton a été photographié par le service de l'inventaire d'Auvergne, on peut consulter les images, mais le fond est toujours inaccessible, parce que juridiquement, bah, il pose un problème. Le château de Blois n'en est pas propriétaire. Et donc, ils hésitent encore. Et puis, bon, il y a aussi des problèmes de conservation, c'est qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup de cartons, c'est quand même que des calques, on ne peut pas les ouvrir comme on veut, enfin bref. Mais grâce à ce fond, voilà, j'ai pu retirer quelques images quand même, celles que je vous ai montrées. Alors parlons un petit peu de Barat. Voilà un vitrail de Pont-Gibaud, sans doute fait d'après un carton un peu plus ancien, en tout cas très inspiré aussi par le Vercingétorix qui se trouve sur la place de Jaude à Clermont. Ce petit casque est assez drôle. Sinon, il fait ce qu'a toujours fait l'atelier, des personnages sous arcade. Ici, deux vitraux de l'église de Montpérou, dans le Puy-de-Dôme, des années 99-1902, en reprenant, voilà, encore une fois, des images de piété. Voilà encore une de ces images, Ittenbach, de graveur allemand de l'école de Cologne. C'est toujours à Montpérou, voilà, un très bel ensemble de personnages sous arcade. Rien de bien original. Sinon, peut-être une gamme de couleurs qui est un petit peu moins foncée que ses prédécesseurs. Et ça restera sans doute la marque de fabrique de Barat. Un vitrail de l'église de Saint-Amable de Rion, des années 1910, pardon. Donc une mise au tombeau. Alors, un vitrail assez original dans une église de Châtel-de-Neuve. Voilà, Châtel-de-Neuve dans l'Allier, mais qui reprend un vieux carton, parce que, si je reviens ici, voilà, vous avez la même composition pour l'église des Batignolles, par Thibault vers 1940. Voilà. Donc vous voyez que le même carton peut encore faire de l'usage, avec quelques originalités. Vous voyez qu'à l'arrière, ici, on a un verre à relief, un verre un petit peu anglais, un verre martelé. Deux vitraux pour l'église Saint-Pierre des Minimes de Clermont, début 20e. Je voulais vous montrer quand même l'église de Mauzin. Mauzin, c'est dans le livradois. Et on a ces deux vitraux qui sont dans le chœur et qui sont datés de 1912, avec une Sainte-Élisabeth qui est encore un modèle historique. À gauche, vous avez le panneau du retable de Holbein. Au centre, une gravure, mais ce n'est pas la seule, c'est un retable qui a été très souvent gravé.
Et voilà la figure réutilisée, sans son décor d'origine évidemment, mais placée dans un décor très bucolique avec une petite chapelle au fond. Et quant à l'autre, le Saint-Denis, eh bien, c'est ici que vous avez un petit décor sur la gauche du Saint-Denis, voilà, et qui nous montre en fait la cathédrale de Clermont avec ses tours de viollet-duc, j'allais dire toutes neuves, bon, elles ont été achetées en 1886, relativement neuves. Voilà. Barat a réalisé aussi plusieurs grands décors pour les églises de Clermont et notamment pour l'église du Sacré-Cœur, église vitrée à partir de 1936. Et là, c'est un des grands mystères, parce que dans ce vitrail, qui n'est pas daté avec précision, en tout cas, vous avez sur la droite le récit d'un miracle. Et donc vous avez une procession du Saint-Sacrement qui passe, et un jeune homme ou une jeune femme qui se lève au passage de la procession. Et donc le miracle est enregistré en 1941-42, je crois, donc pendant la guerre. Et le carton existe dans le fond d'atelier à Blois, mais on sait que Barat n'avait plus d'atelier à Clermont en 1936. En 1938 du moins. Il a fermé son atelier. Donc on ne sait pas qui a fait le vitrail et si Barat a encore travaillé. Enfin, il y a un grand mystère. Pourquoi ce miracle tardif aurait été représenté. Donc voilà, je vous laisse pour votre sagacité. Et voilà, vitrail de la même église, donc des années 36-37. Toujours pour l'église donc du Sacré-Cœur de Clermont. Donc vitrail beaucoup plus coloré, vous voyez. Barat n'hésite pas à se projeter dans une œuvre paysagère en mettant en scène encore une fois la cathédrale de Clermont et Monseigneur Marmas. Alors maintenant, pour le temps qui nous reste, je voudrais évoquer ce que j'ai appelé la diaspora, mais on pourrait plutôt parler des épigones. Il se trouve qu'à date régulière, il y a des gens qui ont quitté l'atelier et qui sont allés fonder d'autres ateliers tout près ou beaucoup plus loin. Et donc, on va commencer, je les ai classés voilà, par période. Alors, je ne traite pas ceux de chez Thévenot parce qu'ils ne sont pas suffisamment connus. Je traite uniquement finalement du gros atelier qui a permis finalement, grâce au nombre de ses employés, de nourrir et de créer, de susciter la création d'autres officines. Donc, sur ce tableau, eh bien, vous voyez, on va commencer par parler de Guillaume Fabre, le premier d'entre eux. Alors, Guillaume Fabre, dont on a quand même la signature, je n'ai pas d'image du personnage, il est né en 1823, et il quitte l'atelier vers 1848, et il s'installe à son compte à partir de 1849. Donc il est inscrit dans les annuaires jusqu'en 1890, il meurt en 1894. Ceci dit, son rayonnement est plus faible que les précédents. On a trouvé des œuvres dans 3 départements, 4 en région parisienne aussi, dans les Hauts-de-Seine. À côté de ça, il a une carrière beaucoup plus large parce qu'il est antiquaire, il fait profession d'antiquaire et il ouvre même un musée archéologique rue Blatin à Clermont, un musée privé. Voilà. Après, il va se retirer à Roya et il sera même maire de Roya à la fin de sa carrière. Alors, je pense qu'il était peut-être meilleur archéologue ou antiquaire parce que, voilà, quelques-unes de ses œuvres, je ne vous en montrerai pas plus, c'est assez faible comme dessin et comme réalisation. Voilà. Donc voilà pour Guillaume Fabre. Alors ensuite, après Guillaume Fabre, Jean-Baptiste Saury. Jean-Baptiste Saury, c'est un personnage qui est plus intéressant. Il est né également en 1823. Il a quitté Clermont sans doute vers 1850 et il s'installe à Lyon. Et c'est sans doute un des premiers ateliers lyonnais, qui ensuite va s'associer avec d'autres, Pagnon, etc., qui aura toute une descendance. Et lui, il décède en 1859. Donc, ce que je vous montre, c'est une micro-inscription que j'ai retrouvée au pied de Saint-Jean-Baptiste dans une petite église de Vic-le-Comte. En fait, une sorte de cadeau. Et il a signé, donc offert à monsieur le curé de Vic par A. Saury. Et il a bien remis Atelier d'Émile Thibault. Mais il a mis la date, je n'arrive pas à la lire réellement. Voilà, donc c'était une époque où il était sans doute encore
dans l'atelier Thibault qu'il a fait ce cadeau avant d'aller émigrer. Et que je ne dise pas de bêtises, non, j'ai pas d'image de Saury à Lyon parce qu'en fait son œuvre est très peu documentée à Lyon. Alors, autre épigone riche d'une postérité très longue, c'est Joseph Villiers. Joseph Villiers est né à Ébreuil, dans l'Allier. Donc son père était secrétaire de la mairie ou de la sous-préfecture, je ne sais plus, mais de Ghana. Et il est placé assez jeune chez Thibault, où il va apprendre le dessin, etc. Et il va rester chez Thibault assez longtemps. Et dans les années 1850, au moment où Thibault réalise certains chantiers à Bordeaux et autour de Bordeaux, eh bien, il quitte son ancien patron et il ouvre un atelier à Bordeaux. Alors c'est un atelier qui est bien connu, qui va durer au moins jusqu'en 1877, mais qui aura des repreneurs. Il meurt en 1877, mais il a des repreneurs qui travaillent jusque dans les années 20. Alors il est surtout très connu parce qu'il a nourri une amitié particulière très forte avec l'évêque de Bordeaux, qui l'a beaucoup fait travailler, au moins 35 commandes directes de l'évêque pour tout le diocèse de Bordeaux. Donc c'est un personnage assez incontournable. Alors ce qui est original, c'est que la physionomie des vitraux, voilà, il reprend ce qu'il a appris chez Thibault, les personnages sous arcade avec des fonds damassés, des très très beaux damas, comme chez Thibault. Et il reviendra quand même faire quelques chantiers dans son diocèse d'origine. Donc ici, vous avez 2 roses d'une église de Moulins, les roses du Sacré-Cœur du Moulin, qui ont été réalisées en 1872-74. Donc voilà, ils ont conservé quelques liens avec la mère patrie. Donc ça, c'était les 3 premiers des gens de la génération des années 1820, ils étaient tous 3 de 1823. Alors il y a une autre génération, celle de Charles de Lagaille. Charles de Lagaille, il est né aussi dans la région de Clermont, en 1834. Donc il est formé d'abord chez Thibault, et puis à la fin des années 50, eh bien, il va s'établir à Montpellier. Et là, il va avoir une carrière d'une quinzaine d'années dans la région de Montpellier. Là, je ne vous montre pas d'image sur ce qu'il a fait vers Montpellier. Et puis, à partir de 1875, je crois, il revient au pays, et il revient s'établir dans son pays, c'est-à-dire les Combrailles, et à Saint-Avit, une commune limitrophe de la Vienne et du Puy-de-Dôme. Et il va avoir un petit atelier jusqu'à la guerre de 98. Je crois qu'il arrête lui-même, décède en 1915, donc jusqu'au bout, il va faire des vitraux. Et là, ces vitraux sont très localisés, ils sont tous en Combrailles, soit du côté du Puy-de-Dôme, soit du côté de la Vienne, de l'autre côté de la frontière. Donc, ici, les vitraux de Saint-Avit, voilà, son village. Et Saint-Avit à droite et Saint-Auradou de Chirouze dans la Creuse à gauche. Et également des vitraux donc, de l'église de Voin. Là, vous voyez encore le modèle du pays, personnage sous arcade. Oui. Est-ce qu'on sait quel poste ces gens-là occupaient dans la vie de Thibault? Est-ce qu'ils étaient peintres? Certains, on le sait, dont je vais parler, on le sait, ils étaient peintres. Je pense que Lagaille, il était tout. Enfin, il était peintre, et quand il s'est remis à son compte, à Saint-Avit, il faisait travailler un vitrier local pour l'aider à couper et mettre en plomb. Je pense que Lagaille, il était peintre. Fabre, j'ai un gros doute, vu la qualité de ce qu'il a fait. Sauris, je pense qu'il était peintre aussi, mais on a tellement peu d'œuvres de Sauris que c'est compliqué. Mais oui, je pense que la plupart de ceux qui ouvrent un atelier, ils sont peintres. Alors, je vais vous le montrer peut-être pour la suite des migrations à l'époque de Desgranges. Pardon, je suis remonté. Alors, un dernier de l'époque avoir quitté l'atelier à l'époque de Thibault, c'est Michel Thoreil. Il est né en 1836.
et il meurt au Puy-en-Velay après 1904. Et donc, Thoreil, ça s'écrit T-H-O, R-E-I-L, je le précise parce que l'orthographe va être mouvante. Il se marie à Ambert en 1866, et lors de son mariage, sur l'état civil, c'est écrit T-A-U au lieu de T-H-O. Et donc il va s'établir avec son épouse au Puy, et il va fonder un atelier au Puy, aussi une de ses créations, en association avec Jean-Eugène Fournier, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui était plutôt un ajusteur en vitraux, d'après les actes de l'état civil. Donc Fournier, vraisemblablement, était plutôt coupeur de verre, monteur en plomb, et Thoreil le peintre. Alors ensuite, à l'époque de Desgranges, alors là, la diaspora est énorme, ce qui nous laisse croire que Desgranges était quelqu'un d'insupportable et que peu de gens étaient capables de s'entendre avec lui parce qu'à son époque, il y a un grand nombre d'artistes qui ont vraiment quitté son atelier. Alors, le premier c'est le premier c'est Frédéric Mouleras, pour lequel j'ai pas d'image. Donc il était né en 29 et il a été actif à Clermont entre 68 et 82. Mais on a peu d'œuvres conservées du personnage et donc je ne peux pas vous en montrer. Donc le deuxième c'est Jean Bessérias, qui est né en 1846. Alors lui, il s'en va en 1869 et il va s'établir à Rodez. Et il part avec un autre, avec Grenade. Et Claude Grenade, lui, clairement, est un vitrier. Et à plusieurs, il va avoir une carrière en dents de scie, il va revenir à Clermont, etc. Et chaque fois, il sera inscrit dans les annuaires comme vitrier. Mais chaque fois qu'il s'associe avec quelqu'un, c'est pour faire du vitrail, donc on imagine que l'autre, c'est le peintre. Donc Bessérias s'installe d'abord à Rodez, en 1869. Bon, il y reste quelques années. Ensuite, il va migrer à Périgueux. Et il va rester à Périgueux entre 1873 et 1883. Et il revient au pays et s'installe à Ambert en 1884. Et il va avoir une œuvre jusqu'après la guerre, jusqu'aux années 1920. Il va réaliser des vitraux dans la région d'Ambert. Et j'avais juste le vitrail donc, de 69 à vous montrer. Alors, ensuite, le personnage qui va nous intéresser, c'est Laurent Théotine Lachaise. Donc, je le mets un petit peu avec des tiretés parce qu'il ne va pas toujours être à Clermont. Donc, ce type va quitter Clermont en 1870, donc juste à la fin du règne des Granges, et il commence à s'établir à Rodez. Et on le trouve à Rodez avec cette signature, ce monogramme LTL, Laurent Théotine Lachaise. Et ensuite, il va travailler à Rodez jusqu'en 1894, et il revient à Clermont en 1894, en 95, et il crée une verrière pour Notre-Dame-du-Port. Enfin, il y en a une autre à la cathédrale, mais il montre que celle de Notre-Dame-du-Port, pour terminer le projet Gaudin qui avait été interrompu, de vitrail que je vous ai montré tout à l'heure avec la structure concentrique des fondres. Voilà, donc ça c'est un vitrail de Lachaise qui complète ce travail de Gaudin. Donc Lachaise meurt en 1905 et son atelier meurt avec lui, et à Clermont il s'était réinstallé avec le fameux Grenade. Donc on pense aussi que Lachaise était le peintre et Grenade le vitrier. Alors Marcellin Mathieu, je ne vous montre pas d'image, il est né en 41, c'est la même génération, hein, ces trois-là, Bessérias, Lachaise, Mathieu, ils sont des années 40. Il se forme chez Thibault, mais il va s'établir à Moulins. Et à Moulins, il ne va pas faire ses affaires, il va partir à Reims, et il travaillera chez Auxerre pendant un temps, avant de venir ouvrir un atelier à Paris à la fin de sa vie. Donc là, je n'ai pas d'image, je passe pour lui, et on va s'intéresser quand même à un personnage plus important, Lucien Chatin, né en 1846, donc toujours la génération des années 40. Il est né en Isère, mais il fait l'école des Beaux-Arts d'abord un peu à Lyon, puis ensuite à Paris. Il est l'élève de Jean-Léon Gérôme. Et puis il est placé chez Claudius Lavergne à Paris. Et il va travailler comme peintre chez Claudius Lavergne. Et puis il s'installe
en 1870-71 à Clermont, dans le plus gros atelier de Clermont, c'est l'atelier des Granges à l'époque. Et il sera le premier peintre jusqu'au jour où je suppose que soit il fait un héritage, soit il ne supporte plus des Granges. Et donc, en 1876, il quitte l'entreprise, il s'associe avec le même Grenade, toujours lui, qui va être associé vraiment à plusieurs personnes. Donc lui c'est le peintre et donc il s'associe au vitrier. Et ils vont réaliser quand même une série de vitraux dans une douzaine de départements. Et donc vous voyez son fil ici, Violet. Donc il meurt assez tôt, en 1886, mais sa veuve va continuer son œuvre. Donc quelques-uns de ses créations. Ici, donc à Saint-Sylvestre-Pragoulin, donc pas très loin de Vichy, les vitraux sont co-signés, donc Châtain et Grenade. Ensuite, deux grandes verrières ici de l'église Saint-Pierre de Clermont. Ici, on est à Rion, et pour le coup, c'est plus lui qui dessine. Là, c'est un carton d'Émile Delalande, un carton néo-médiéval très, très reconnaissable. Un vitrail de l'église Sainte-Trope à Clermont. Alors celui-là, je vous l'ai mis parce que voilà, on a beau être élève de Jérôme, parfois on peut s'abriter derrière des compositions toutes faites, et c'est encore la Bible de Schnorr qui va être utile pour ce bon samaritain. Donc sa veuve va continuer après lui. Donc sa veuve, elle est gestionnaire de l'atelier, elle emploie les mêmes dessinateurs, les mêmes peintres, et elle fait travailler Antoine Montada, qui est un élève de son mari, parce qu'il se trouve que Châtain a également été, en même temps qu'il avait son atelier, il enseignait à l'école des Beaux-Arts de Clermont. Donc Montada est un de ses élèves de l'école des Beaux-Arts de Clermont. Et voici ici donc un vitrail de Saint-Priest-Bramefant, qui reprend une composition assez connue, qu'on retrouve très souvent dans ces vitraux auvergnats. Alors ensuite, je vais vous parler de Martial Maillot, donc, que vous avez ici, et qui quitte également l'atelier en 1877. Donc vraiment, c'est l'émigration permanente. Hein. Je pense que franchement, ce brave Desgranges n'arrivait pas à tolérer beaucoup de gens autour de lui. Donc, il est né dans une famille de tailleurs de pierre, Martial Maillot, et est né en 1835, donc il est plus âgé que ceux qui sont partis avant. Il est formé sans doute déjà chez Thibaut, il a dû connaître Thibaut, puis chez Desgranges, et c'est un bon peintre. Et donc, à l'église de Volvic, d'où il est originaire, il va financer un vitrail. Il va donner de l'argent pour que la fabrique puisse acheter ce vitrail, qu'il dédie à son saint patron, Saint Martial, et on a une signature qui est très originale. Vous avez ici à gauche la signature de l'atelier, Charles Desgranges. Ici, la figure du donateur, un très beau autoportrait, et le donateur qui se place donc sous la protection de Saint Martial, son patron, et il est clairement écrit en 1872, peint par le donateur Martial Maillot. Donc ça a été peint par Maillot et chez Desgranges. Donc voilà, on sait qu'en 72, on avait au moins un peintre sur verre qui était Martial Maillot, mais qui n'était pas le seul, puisqu'à l'époque il y avait aussi Chapin. Donc en 1875, je vous dis 77, mais c'est une erreur, 75, quitte la maison et se met à son compte. Il y reste jusqu'à sa mort en 1897. Alors il va, à plusieurs reprises dans sa carrière, il va donner des vitraux. Les époux Maillot et Sénectaire, son épouse, vont perdre plusieurs enfants, et à chaque fois ils vont donner un vitrail à la mémoire de leur fille. Donc ici c'est celui de l'église Saint-Joseph, je crois. Non, l'histoire, je ne sais plus. Alors ça c'est un vitrail de Besson dans l'Allier, un vitrail représentant Saint-Louis, et donné par la famille de Louis de Bourbon-Busset. Et vous avez une belle vue de la Sainte-Chapelle à l'arrière. Voilà deux vitraux de l'église d'Issoire. Donc c'est la légende de Saint-Austremoine.
Et ensuite, voilà, après son décès, la veuve Maillot s'associe avec le contremaître François Thoreil. Alors celui-là, on l'écrit directement TAU, et c'est un neveu de celui qui est parti s'établir au puits. Donc c'est quelqu'un de la même famille qui travaille également dans le vitrail. Donc ici, je vous ai montre une très belle verrière de l'église de Saint-Pierre de Clermont, qui est encore une image allemande. Hein. Je n'ai pas le carton, mais voilà, c'est une image de piété allemande, qui sera réutilisée à plusieurs reprises, hein, notamment ici. On est Saint-Jacques-des-Blats, dans le Cantal, en 1925, et vous voyez que le carton à droite est bien le même, avec des iconographies un peu plus modernes, hein, ce vitrail du souvenir, avec Jeanne d'Arc et un des poilus sur la gauche. Alors, François Thoreil va mourir en 1839, mais auparavant, il s'était associé avec son fils, né en 1902, Charles Thoreil. Et donc Charles Thoreil va succéder à son père et continuer à faire des vitraux. Donc ici, je vous montre des vitraux du Sacré-Cœur. On est le Sacré-Cœur de Clermont, hein, de l'église du Sacré-Cœur. On est dans les années 1925-1935, avec à chaque fois reprise d'œuvres très célèbres. Vous avez reconnu à droite, évidemment, le Saint-Michel de Raphaël, et à gauche, Saint-Augustin et Sainte-Monique de Harry Scheffer, je crois. Voilà, donc les grands modèles sont toujours en service dans les années 1925-1930 pour la création de vitraux d'église. Alors c'est clair, c'est pas toujours des créations très originales, hein, ces ateliers clermontois, au moins dans la période d'entre-deux-guerres, mais enfin, c'est des ateliers qui fonctionnent. Et François Thoreil, Charles Thoreil, va décéder en 1976, et la famille va garder le fonds de dessin. Bon, les archives comptables disparaissent, mais le fonds de dessin va être vendu dans les années 1980 au musée de Clermont, où on peut les consulter, mais là encore, l'inventaire les affichés en entier, on peut consulter les images au service de l'inventaire. C'est un fonds moins important, il n'y a que 700 cartons, c'est quand même conséquent, mais à côté de celui de Thibaut, il y en a beaucoup moins. Et enfin, dernier élément de cette diaspora, derniers épigones, il y en a un qui va quitter Barat à partir des années 1892, donc très tôt après la prise de fonction d'Adrien Barat. Francis Grand va quitter l'atelier et fonder un petit atelier clermontois. Alors, Francis Grand est vraiment pas connu, mais je trouve qu'il y a un petit fonds d'archives aux archives départementales du Cantal. Voilà quelques dessins de paysages, quelques maquettes ou cartons conservés et une trace de l'atelier. Et je vous montre simplement deux images, donc les verrières de l'église de Nonant, au-dessus de Clermont. Et alors là, très clairement, on voit que Francis Grand n'a pas quitté l'atelier les mains vides, parce que le damas qui est au fond, c'est un damas qui date des modèles du 15e, 16e siècle, mais clairement c'était un modèle qui était en usage chez Thibaut, donc c'était conservé. Et à l'évidence, c'est exactement le même damas qui est repris par Francis Grand, donc j'imagine qu'il a emmené des pochoirs en cuivre avec lui. Et voilà des personnages donc, qui sont des scènes qui se trouvent au-dessous de ces personnages. Donc c'est des ateliers, c'était ce que je voulais dire en conclusion, qui sont restés, au moins pour les deux derniers, Barat et Thoreil, très dynamiques jusqu'à s'y faire, enfin au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après, évidemment, ça a été un peu autre chose. On voit évidemment qu'il y a un atelier qui a beaucoup essaimé, c'est l'atelier Thibaut, mais tout simplement parce qu'il y avait énormément de monde, et donc finalement c'était plus facile de partir. L'atelier Thévenot a toujours été un atelier plus modeste, mais ça je pense que c'était de la volonté même de Thévenot.